Avant de lancer cet épisode, sachez que Serial Entrepreneur est sponsorisé et soutenu avec amour par QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs. Nous savons à quel point la comptabilité est importante pour les entrepreneurs. QuickBooks, c'est un logiciel tout en un, complet, ultra simple et intuitif. C'est l'outil numéro 1 chez les entrepreneurs. Fini les saisies manuelles, toutes les tâches chronophages et récurrentes sont automatisées. La gestion de la facturation et des dépenses est totalement digitalisée. La solution est évidemment 100% conforme à la législation française, l'accompagnement est gratuit et le service client est basé en France. Retrouvez toute l'offre de QuickBooks sur quickbooks.intuit.com. Le lien est à retrouver en description de l'épisode. Un grand merci à QuickBooks d'être le sponsor du podcast. Salut Caroline, comment tu vas ? Salut François, ça va et toi ? Très bien, je suis très heureux de t'avoir dans Serial Entrepreneur. Tu fais partie des entrepreneurs qui m'impressionnent le plus en termes d'exécution, de par ton travail et ta passion sur pas mal de sujets. Je commence tous mes épisodes sur le parcours et te demander un peu tout ce que tu as fait avant d'entreprendre. Je sais que tu as beaucoup d'expérience, mais est-ce que tu peux me résumer un peu ? Je sais que tu as fait 7 ans aux États-Unis, qui t'ont beaucoup apporté. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu retiens de ces années de salariat ? Déjà, merci pour tes mots, je suis très touchée. Pour ceux qui écoutent, avec François, on s'est rencontrés sur Clubhouse, donc c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Donc c'est vrai que je suis toute chamboulée, ça me fait hyper plaisir d'échanger avec toi. Pour te raconter, effectivement, heureusement que le podcast s'appelle Serial Entrepreneur, parce que pour le coup, ça me correspond bien. Et c'est souvent un complexe même que j'ai, parce que tu as raison, j'ai fait plein de choses. Alors ça me fait plaisir que de l'extérieur, ça puisse donner envie, parce que moi, souvent, on me dit que je fais trop de choses, mais j'aime bien m'écouter. Et surtout, je suis passionnée par ce que je fais. Et souvent, j'ai l'impression que j'aurais tort de pas développer ces projets, j'aurais tort de pas essayer. Je suis partie justement, j'ai voulu essayer la vie à l'étranger. Et je suis partie en stage de fin d'études à New York. Et en fait, je suis restée 8 ans là-bas, donc pas en stage. À chaque fois, on me dit 8 ans en stage, ça fait beaucoup. Oui. Je suis restée 8 ans, j'ai enchaîné les visas. Ça fait que j'ai eu un parcours finalement assez atypique parce que comme finalement là-bas, la loi de l'embauche est régie par les visas, en fait, tu fais un peu des sauts de puce ou des grands écarts entre des jobs, des marques auxquelles tu n'aurais pas pensé. Et finalement, comme c'est la personne qui te récupère et qui t'offre un visa, tu te dis allez-y. Tu te dis allons-y. Et du coup, j'ai commencé chez Danone Waters. Je bossais sur le budget Volvic. J'ai fait Digital Brand Manager. Donc ça, c'était l'équivalent de mon stage de fin d'études. En fait, je suis restée 2 ans en poste en tant que Digital Brand Manager. Ensuite, j'ai été récupérée par un de nos distributeurs parce que mon visa se finissait et j'ai pas eu la loterie du H1B, pour ceux qui connaissent. Donc même si ton employeur veut te garder, en fait, il y a un moment où si t'as pas la loterie, tu dois partir. Donc je suis arrivée chez un de nos distributeurs, Maison Kaiser, qui distribuait Volvic. Et je suis passée 6 mois là-bas avant de me faire débaucher dans la mode. Et là, je suis arrivée dans la mode de luxe pour hommes. Et du coup, là, j'ai fait du e-commerce / direction artistique. Donc voilà, je sais très bien faire les nœuds de cravate maintenant. Enfin, j'ai développé des skills. Mieux que moi, je pense. Peut-être. On n'est plus une génération cravate d'un autre côté. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est comme le grec et le latin qu'on m'a appris très jeune, ou l'allemand. Mais en tout cas, toutes ces expériences, elles m'ont nourrie. Tu vois, la mode, ça m'a appris à mieux gérer, à mieux travailler en avance, parce que tu es toujours 6 mois en avance quand tu travailles sur des saisons. C'est un rythme qui t'apprend, en fait, une discipline qui te sert toujours dans ta vie. Donc, tu vois, même des expériences un peu comme ça, j'en garde des bons souvenirs. Et après, en fait, j'ai lancé une marque qui s'appelle Emma et Chloé, qui est connue en France, une marque de bijoux. J'ai lancé ça avec mon cofondateur sur le territoire US. Et ça, c'était aussi une expérience exceptionnelle. C'est la première fois où j'ai été entrepreneur. Mais on aura l'occasion d'en reparler. C'était pas de l'entrepreneuriat aussi difficile que maintenant, parce qu'en fait, je commercialisais un produit fini. Je traduisais, en fait, j'assurais le go-to-market à l'étranger d'une marque déjà installée. Donc, on avait des ressources. Tu vois, on a eu... c'était le luxe d'être entrepreneur comme ça. Finalement, j'ai fait que du marketing. Et suite à ça, j'ai été débauchée par un de nos partenaires avec qui on avait fait un partenariat qui s'est bien passé, qui m'a offert un job de rêve, servi sur un plateau, et qui m'a dit, en fait, on veut que tu fasses la même chose que ce que tu fais chez Emma et Chloé pour notre marque à Saint-James. Très belle marque, pour ceux qui connaissent. Moi, c'est une de mes marques préférées. Et en fait... Donc, j'ai formé la personne qui me remplaçait chez Emma et Chloé. J'ai refusé 2 belles offres d'emploi que j'avais. Et pendant les démarches de visa, les investisseurs ont changé d'avis.
Et là, crac, je me suis retrouvée du coup à 29 ans. J'avais jamais travaillé en France. J'étais partie à 21 ans et là, faut repartir à zéro. J'avais pas de réseau. C'était un peu la grosse claque aussi, donc j'avais pas du tout confiance en moi. J'ai failli devenir prof de pilates parce que j'adorais le pilates et je me suis dit en fait, le fait de se faire virer comme ça sans avoir commencé, tu te dis, est-ce que je suis à ma place en marketing? Est-ce que je suis heureuse? T'as envie de tout arrêter potentiellement? Ouais, franchement, à ce moment-là, j'ai eu envie de devenir géo au Club Med. En fait, à ce moment-là, la bulle se perce. Ouais. Et je me dis, est-ce que j'ai passé toute ma vie à travailler et comme un âne, est-ce que j'ai pas envie d'autre chose? Et j'ai une grosse remise en question, / dépression, on peut le dire. Et en fait, quelqu'un m'a tendu la main dans le transport routier et m'a mis à un poste de DIRCOM où j'avais rien à faire parce que je suis assez mauvaise en communication. Enfin, c'était vraiment... moi, je suis vraiment côté marketing. J'aime faire des choses directement actionnables où je vois tout de suite le retour sur investissement. Et j'étais un peu piquée à ça parce qu'on travaille beaucoup la perf aux États-Unis. Et là, je me retrouve à organiser des salons. Je suis un peu dans mon coin. Personne me demande trop mes résultats et je suis désorientée. Pour autant, c'est ce job qui m'a remis d'aplomb parce qu'on m'a fait confiance, on m'a accueillie avec beaucoup de bienveillance. Et aussi, le transport routier, ça forge le caractère. Ouais, tu m'étonnes. Un milieu, beaucoup d'hommes, j'imagine. Beaucoup d'hommes, un petit peu de machisme, mais en même temps, moi, mon équipe a été incroyable. J'ai trop de chance et en même temps, ça forge le caractère parce que c'est une industrie qui est surtout, c'est pas tellement une question de genre, c'est une industrie qui est tellement difficile, tellement monolithique, c'est tellement des gens qui se sont pas transformés, qui n'ont pas le réflexe digital, que quand tu arrives et que tu as connu que ça, que le côté New Wave, tu vois, la petite Startup Nation, notre microcosme à nous, ça a été une vraie épreuve et une bénédiction de pouvoir aussi apprendre de tout ça. Ouais, et puis vraiment le côté aussi changement aussi d'état d'esprit, de culture, parce que quand tu passes 7-8 ans aux États-Unis et que tu reviens en France, pas par choix, mais par défaut, forcément, il y a quand même un petit choc. Clairement, t'as tout dit, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est pas non plus les mêmes façons de travailler. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'acclimater. J'avais des réflexes d'ailleurs qui agaçaient, mais aux États-Unis, on travaille comme des soldats, donc tu pars jamais avant ton boss. Tu travailles 2 fois plus que ce que t'es censé travailler parce que tu veux monter, et c'est vrai que la culture française, en fait, les gens qui arrivent et qui te voient arriver comme ça, tu leur fais peur et ils se disent c'est une nazie du travail, c'est pas quelqu'un qui est tu vois, c'est pas quelqu'un qui est adapté, c'est pas moi, j'allais jamais au pot de l'entreprise parce que je travaillais. Enfin, tu vois, j'ai raté plein de choses de mon retour, mais maintenant, ça y est. Au bout de 3 ans en France, j'ai réappris la culture. Donc, tu t'es imprégné de toutes ces expériences, donc dans le digital, dans la communication, dans le marketing. Je veux revenir sur cette période justement où tu montes cette première expérience entrepreneuriale. Comment ça se passe? Effectivement, t'es full market, full accès vente. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Moi, à ce moment-là, je fais tout le B2C et mon cofondateur, du coup, le CEO de Emma et Chloé US, fait tout le B2B. Du coup, je fais ce que j'ai toujours su faire, mais il y a la précarité de l'entrepreneur. C'est-à-dire que si ce que je fais ne marche pas, j'ai 15 jours pour rentrer. Donc, en fait, à ce moment-là, je suis Head of Acquisition, en fait. Donc, je m'occupe que des campagnes publicitaires. En fait, toutes les ventes reposent sur moi. Et du coup, si ça ne vend pas, je rentre chez moi. C'est un petit peu ça. Donc, je découvre cette pression qui peut être survoltante et en même temps un peu toxique. Et surtout, je découvre une autre déconvenue de l'entrepreneuriat. C'est que, tu vois, quand je prends ce poste, je me dis génial, j'ai une liberté totale. Et on peut aller avec, du coup, mon cofondateur, on se dit, mais on peut aller travailler de où on veut dans le monde. On a juste besoin de nous et d'une imprimante et de nos ordinateurs portables. Et en fait, on n'a jamais bougé. Il y a toujours un truc qui fait que, j'ai jamais autant bossé pratiquement de ma vie que chez Emma et Chloé. C'était hyper dur et en même temps, j'ai appris énormément et tous les entrepreneurs le diront. Ça fait mal, mais qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on grandit en un minimum de temps, quoi. Ouais, exactement. C'est un temps très limité où l'apprentissage, il va être tellement fort que ça va valoir 10 ans en temps... temps normal, l'échelle humaine. Exactement, à l'échelle humaine, sans être trop hautain par rapport à ça. On revient du coup à ton arrivée en France, et justement cette expérience chez Apply, qui se termine en 2020. Comment est-ce que tu vis justement ce retour en France qui en fait, très vite après, on arrive au contexte de pandémie, au Covid. Comment est-ce que
Dans quel état d'esprit t'es à ce moment-là? Alors déjà, pour raconter, j'ai eu plus d'une tuile quand j'ai fait cette prise de poste, c'est-à-dire que tu sais, c'est un peu le moment où après avoir touché le fond, t'essayes de revenir, mais tu te prends vague sur vague et t'arrives plus à reprendre ta respiration. Donc je fais un choix à l'affect parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment fragilisée. Donc au moment où je recherche du travail, je tombe sur Stéphanie Lavino, qui est restée une amie, qui du coup à l'époque est ma boss et me fait confiance et me dit t'as pas tout à fait le profil, mais elle me dit plutôt j'ai pas tout à fait les compétences, j'ai pas le profil type, mais elle me dit justement en fait je sens que tu vas te dépasser pour ce poste, donc je te le donne à toi. Et à ce moment-là, j'ai d'autres propositions qui me collent plus, mais je me dis travaille avec quelqu'un en fait qui te permet de te reconstruire, qui te fait confiance, qui te laisse du temps. Et du coup, je prends ce poste et au bout de 2 semaines, elle pose sa dème. Elle pose sa dème et arrive quelqu'un qui ne m'a pas choisi. Donc, il m'a fait un super accueil. Mais voilà, ça vous est peut-être certainement arrivé à vous aussi, ce moment où, en fait, changement de manager, vous passez de quelqu'un qui croit vraiment en vous à quelqu'un qui se dit « mais elle veut faire plein de choses, elle va pas réussir, ça marche pas comme ça, elle a pas les codes ». Et du coup, à ce moment-là, en fait, je me dis tout de suite que je vais pas rester longtemps, mais par contre, je prends tout ce que je peux prendre comme apprentissage et c'est le moment où je m'acclimate et j'apprends du marché français. Je teste un partenariat et en fait, le partenariat, c'était déjà ma veine. C'est toujours en fait le moment où je craquais le truc dans une boîte, c'est le moment où je commençais à monter des partenariats qui fonctionnaient et que du coup, soit je les pérennisais dans le temps avec le même partenaire, soit je les dupliquais et j'en faisais en fait une strate de croissance. Et je commence à faire un partenariat et tout de suite, le truc, c'est le moment où je fais un peu ma prise de poste et le moment où ma lanterne s'allume, c'est qu'en fait, ça fonctionne tellement bien que mon boss se dit « Ah, finalement, elle n'est pas si allumée que ça ». Je commence à parler, du coup, parce que le partenariat, c'est transversal. Donc, tu commences à parler aux autres départements. Moi, j'étais malheureuse parce qu'on me disait un peu « T'es DIRCOM, tu fais les salons, les cartes de visite ». En fait, on ramassait tout ce que les autres voulaient pas. Et on était un peu la poubelle de la boîte, tu vois. Mmh. Et en fait, à ce moment-là, je parle avec les équipes produits. Moi, je suis mordue de tech. On aura l'occasion d'en parler certainement. Je sais que toi aussi. Je parle avec les équipes produits. Je parle avec les commerciaux. Je parle avec l'équipe marketing. À ce moment-là, les pièces du puzzle s'assemblent. Et en fait, je me dis, mais je suis trop bête. J'ai vraiment un truc à apporter avec le partenariat. C'est une compétence qui est encore rare en France parce que c'est trop jeune comme levier d'acquisition. Et à ce moment-là, je me dis, il faudrait que je lance un SaaS pour faire du partenariat, pour en fait mettre mon savoir-faire accessible à tous, parce que je me dis, j'ai dans la tête de me dire à ce moment-là, en fait, ce que je fais, j'ai pas inventé la poudre, c'est une méthode que j'applique, une méthode qui fonctionne et on peut la systématiser, on peut la sassifier. Donc, et sur un marché effectivement tout neuf, sur lequel le partenariat n'existe pas ou existe très peu, où les boîtes voient ça comme une perte de temps. Exactement, ouais. Comme pas mal de sujets. Donc cette idée, elle émerge d'un partenariat réussi et le moment où au bout de 3 mois en poste, tout d'un coup je sens que il se passe quelque chose, les coûts d'acquisition baissent, l'équipe contenu me considère et je me dis me considère. Ils me considéraient déjà, mais il y a eu le waouh effect et je me suis dit en fait tous les moments dans ma vie où j'ai déclenché un waouh effect, c'était quand je craquais les partenariats et je me suis dit c'est mon truc et d'autant plus en France. Et en fait, le Covid arrive à ce moment-là. Et là, je me dis, il y a peut-être un momentum. On m'avait toujours dit, j'avais toujours voulu lancer une boîte dans le partenariat, une agence, un truc. Et à ce moment-là, je me dis, il y a enfin peut-être un momentum parce que les gens n'ont plus le choix. Il y a tellement de compétition, les ressources s'amenuisent, les budgets disparaissent. Il faut essayer de le faire, même si on m'avait dit, t'as pas de compétiteur, t'as pas de marché. Là, je me dis, peut-être que ça va être moi, le premier compétiteur pour les autres. Peut-être que je vais ouvrir le marché. Et je commence à développer ça en parallèle de ma boîte, en parallèle de mon poste en side. Je commence en side avec 5 personnes à manager et toutes mes preuves à faire dans une prise de poste. Donc c'était folklore. Ouais, un side les soirs et les week-ends, quoi. Ouais, exactement. Et même une partie de la matinée, parce que du coup, le début de l'équipe, en fait, je brief mon équipe à moi du projet que je lance Richmaker. Le matin à 8h, je fais le check-in des équipes. À 9h, j'ai mon check-in à moi dans mon taf. Et à 19h, je déclenche, hop, je fais le check-out. Et pendant la nuit, je bosse sur ce qui a été fait et je prépare la journée du lendemain. Jusqu'au moment où tu lâches ton taf,
Ouais, en fait, c'est plutôt mon taf qui me lâche, figure-toi. Parce qu'à ce moment-là, en fait, je commence à faire du LinkedIn. Et autant LinkedIn, ça marche hyper bien parce que je remplis les webinars dans le transport routier. Donc, tu vois, ça fonctionne. En fait, si je suis pas là, il y a personne. Et si je suis là, il y a 50, 70 personnes. Donc, mon boss se dit, ah, c'est top qu'elle fasse du LinkedIn. Le problème, c'est que moi, à ce moment-là, je me dis, LinkedIn, c'est mon canal de communication à moi. Et je commence, en fait, si j'ai commencé à faire grossir cette audience et s'il y a un effet de halo, c'est parce que je parle de partenariat. Et quand je parle de partenariat, ça fonctionne. Les gens se disent, mais c'est vrai, on pourrait faire ça. Ah, du cross-selling, c'est pas bête. Je vais voir des gens dans la vente, je leur parle de cross-selling. Je vais voir des gens dans les médias, je leur parle d'échange de visibilité et de collab. Et en fait, là, tu vois, l'audience, en fait, elle se crée. Et j'explique à mes boss, je dis, en fait, si je fais pas ça sur le côté, si je travaille pas cette audience, si je travaille pas ma marque personnelle, ça ne marchera pas pour les webinars du transport routier et la logistique. Et en fait, petit à petit, le problème, c'est que je construis une marque personnelle très forte sur Richmaker, en dehors de mes horaires de travail, mais il y a un problème d'image, c'est que je suis directrice communication. Et autant sur mon contrat, quand j'ai fait ma prise de poste, j'avais déjà expliqué que moi, j'ai toujours fait du consulting sur le côté, j'arrive pas à être monoprojet, donc ça pose pas problème pour les papiers, mais ça pose problème en termes d'image, et du coup, je fais une rupture conventionnelle en septembre, et du coup, en novembre, je commence à temps plein sur Richmaker. Okay. Novembre 2020. Oui. Dans quel état d'esprit t'es ? Je pense que t'es quand même contente d'être full sur ton projet. Ouais. T'es partagée de... Tu vois. J'ai peur à ce moment-là parce que moi, je viens pas d'un milieu entrepreneurial. Donc, à ce moment-là, c'est avant Clubhouse. J'ai pas d'amis dans l'entrepreneuriat. J'ai mes parents qui sont fonctionnaires tous les deux. Du coup, le CDI, c'était un truc, c'était un modèle viable. Quand je leur parle j'avais mis des sous de côté, hein, les US, pour le coup, ça permet quand même, tu travailles comme un chien, mais t'as quand même, ça te donne une bonne base après pour lancer tes projets. Mais voilà, mes parents se disent, est-ce qu'elle fait pas une bêtise ? Et puis surtout, voilà, j'avais un super taf, on va pas se mentir, j'avais une super équipe, j'étais payée très correctement, pas de pression, c'était un taf, pour moi c'est un taf de planqué, et pour mes parents c'était suffisant, tu vois. Donc à ce moment-là, j'ai plutôt peur, et je me dis là, j'ai fait un drôle de choix, va falloir l'assumer et va falloir faire mes preuves. Ok, et du coup on arrive début 2021 avec le réseau qu'on connaît tous, Clubhouse, ouais. Sur ces 3-4 mois très intenses où justement j'en parlais avec Thomas il y a quelques heures, et on a passé beaucoup d'heures sur ce réseau, et toi je pense que tu as été une des premières à avoir su exploiter parfaitement Clubhouse, puisque tu as créé un projet par rapport à ça, c'était une newsletter, il y avait un site aussi également, au point que tu as pu interviewer un des fondateurs de Clubhouse. Ouais, Paul Davidson, le CEO de Clubhouse. Comment est-ce que tu as vécu cette période où effectivement tu as su en quelques semaines te créer un réseau de malades ? Ça va un peu te décevoir en fait. Le seul truc que j'ai fait, c'est que je pense que j'ai travaillé plus que les autres. Et ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Ça ne me déçoit pas du tout. Je connaissais déjà la réponse. Je suis une laborieuse, et en fait, c'est vrai que le moment où on commence à se dire Clubhouse, il se passe un truc, il y a une effervescence. En fait, moi, j'avais déjà un peu compris, parce que j'avais déjà la logique des réseaux sociaux. J'avais une belle audience sur LinkedIn. En fait, à ce moment-là, je crée un cercle. En fait, je ramène mon audience de LinkedIn sur Clubhouse. Sur Clubhouse, je la ramène sur LinkedIn. Entre-temps, je rencontre Fabien Ferreira qui juste me complète, parce que moi, j'ai jamais aimé travailler seule. Je suis un animal social. Donc, si j'avais pas rencontré Fabien, j'aurais rien fait déjà. Et Thomas et plein d'autres personnes qui m'ont entourée, qui m'ont beaucoup apporté. En fait, à ce moment-là, on lance le média de Clubhouse, et en fait, on commence à créer une communauté intra-Clubhouse, une communauté de francophones. Donc, on fait l'accueil au nouveau. Tout ce que Clubhouse US, dépassé par sa croissance, peut pas le faire, nous, on le staff en France. Et en fait, on devient un peu le club de référence on accueille les nouveaux, on aide les gens à mieux utiliser Clubhouse, on leur apprend comment fonctionnent les algorithmes. Moi, il y avait plein de gens, en fait, la frontière était très étanche entre LinkedIn et Clubhouse. C'est beaucoup d'entrepreneurs, de solopreneurs, de gens qui ont envie aussi de craquer le truc de comment trouver des clients. Et donc, on fait du live audit, on apprend en étant imparfait. Et en fait, petit à petit, l'audience se crée, et moi, je me fais mon réseau surtout. Ouais, moi exactement. aussi. Effectivement, il n'y a pas de hasard. Cette capacité d'exécution, c'est via justement cette force de travail. Et en plus, on verra par la suite, mais finalement, tu appliques le même modèle par la suite sur LinkedIn et sur le podcast. C'est-à-dire que LinkedIn, pareil, en quelques mois,
t'exploses tout sur LinkedIn. Le podcast, je crois que t'as mis 3-4 semaines pour défoncer le game du podcast avec Marketing Square. Et en fait, j'ai l'impression que tu répètes ce modèle. Et en fait, ce modèle-là, c'est le travail, effectivement, et aussi la passion, je pense, parce que t'es passionné par tous ces sujets. Et tu fais pas ça juste pour l'audience. Non, surtout pas. Si je devais donner la méthode, alors parce que le travail, c'est très générique, ceux qui nous écoutent peuvent se dire « Oh là là, merci les conseils bateaux de Caroline. » On n'est pas là pour des tips pratiques. D'accord, mais j'en donne quand même au cas où. Je pense que le vrai truc à craquer à chaque fois, c'est auditer au maximum. Et en fait, qu'est-ce que j'ai commencé avant de lancer mes rooms Clubhouse? J'ai poncé toutes les rooms Clubhouse possibles avant de lancer mon podcast. Je me suis renseignée à la fois sur comment fonctionnait l'algo Apple Podcast, Spotify, ce qui se faisait aux États-Unis, ce qui cartonnait aux États-Unis, ce qui était en France. En fait, c'est des réflexes marketing. Et du coup, c'est juste des recettes marketing que j'applique à tout ce que je fais dans la vie. Donc avant, je le faisais en étant employée pour des boîtes, pour des marques, pour des sites e-commerce. Après, du coup, je l'ai fait pour ma marque personnelle. Et après, je l'ai fait pour les médias que j'ai lancés. Mais c'est vraiment, alors, le travail, oui. Faire le extra mile, toujours. Il faut être brûlé à ça, la passion, ingrédient indispensable. Et le faire avec vérité aussi. Parce que si c'est pour faire grossir ton audience, ça va rapidement soit s'essouffler, soit c'est toi. Les gens vont vite le voir, de toute façon. Les gens le voient, et même toi, en fait, t'es pas fier de tout. Enfin, en fin de compte, à quoi bon? Moi, j'aime bien l'expression hyper morbide qui dit on va tous au même endroit. Mais c'est vrai, enfin, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pas amasser une fortune, c'est fabriquer des souvenirs. Donc, t'as intérêt à le faire, avec vérité, en étant aligné. Et du coup, voilà, j'audite au maximum, je comprends comment c'est fait, je crée mon réseau. Ça, c'est aussi hyper important d'avoir des collègues. Tu vois, nous, sur Clubhouse, la vraie recette de croissance, et pareil pour le podcast, c'est travailler avec les autres et pas contre les autres. Tu vois, c'est tu m'invites sur ton podcast, tu viendras bientôt sur Marketing Square. On n'est pas en train de se dire elle va me voler mon audience, machin. Mais malheureusement, je te le dis, 90% des gens pensent comme ça. Mais ça, est-ce que c'est pas un état d'esprit français, justement? On en parlait dans l'épisode avec Lucas, justement, qui est lui aussi cette culture américaine du giving, et même worldwide, puisqu'il a vécu au Japon, mais c'est très français de toujours se voir les autres comme des concurrents. Alors justement, l'intérêt, c'est d'apprendre des autres. Et cet apprentissage, il se fait en maximisant les rencontres, les échanges naturels, sans intérêt. Et c'est comme ça, finalement, qu'on va créer son réseau, tu vois, de gens qui seront potentiellement des potes, quoi, et pas juste des relations professionnelles, LinkedIn, machin chouette, tu vois. Je pense pour pas noircir le trait sur les Français, parce que il y a une vraie raison à ça, c'est que les Français ont beaucoup d'insécurité. Et ça, je l'ai bien gratté parce que c'est les mêmes logiques dans le partenariat. En fait, les gens ont tout le temps l'impression qu'on va leur prendre leur audience, leurs idées, leurs équipes. Et ça vient du fait que on est des latins, on se pose trop de questions et on a tout le temps peur du coup parce qu'on a peur du jugement des autres. En fait, tout vient de cette insécurité. Moi, je pense qu'en fait, quand on est dans cette logique de compétition, c'est une énorme insécurité je n'ai rien à offrir de plus que les autres. Si tu crois en toi, si tu penses que les idées ça repousse, que même si on te les vole, on va te rendre plus fort parce que tu vas en trouver d'autres et tu vas sans arrêt te dépasser. Si tu penses comme ça, tu vas être invincible. Mais il faut travailler vraiment sur soi. Et c'est là où les Français en fait peuvent craquer le truc. Ils ont créé leur propre poison. Mais surtout que c'est aussi ça qui définit ce qu'est une culture finalement. C'est que les Français, les gens n'y peuvent rien. Ouais. C'est ancré dans l'identité du pays, etc. Donc, mais effectivement, comme tu dis, ça peut être craquable et faire avancer cette mentalité. Et je pense que ces dernières années, quand même, on voit une évolution. Oui. Alors après, on est dans un microcosme, quand même, un micro-écosystème de gens qui sont dans des domaines similaires et tout, et on ne peut pas généraliser. Mais c'est vrai que la mentalité évolue, et ça, on le voit de ouf ces derniers temps. C'est l'effet miroir, en fait, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que les premiers qui arrivent et qui commencent par donner, c'est l'effet papillon. Ça va créer un truc incroyable à l'inverse. Et ça m'arrive aussi tout le temps. Hein. Quand il y a quelqu'un qui te la met à l'envers, tu te dis je me ferai plus avoir. On a tous le réflexe de se dire je le ferai plus. Et du coup, la prochaine personne qui voudra me prendre ça, je lui donnerai que ça. Pour pas... On est tous comme ça. Hein. Et c'est OK, on n'est pas des saints. Oui, c'est clair. Mais c'est du coup... Ça a d'autant plus de valeur. On sait aussi comment craquer le truc. Si toi, tu commences à le faire, tu vas voir que même des gens qui étaient peut-être très cons et qui l'ont mis à l'envers une fois, peut-être qu'au fur et à mesure qu'on continue en fait à tendre la joue, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre de mettre des gifles et ils vont commencer aussi. Exactement. C'est l'apprentissage
de la vie finalement. Et pareil, c'est marrant. Très philosophique aujourd'hui. Ouais, non, mais justement, avec Thomas ce matin, c'était pareil. Donc, ah ouais. on a des sujets ultra parallèles. Et justement, on disait, c'est pas serial entrepreneur, c'est serial philosophe aujourd'hui. On revient sur Richmaker. Est-ce que tu peux me résumer un peu les grandes étapes de la société, sachant qu'il y a eu peu de temps, mais j'imagine que c'était hyper intense et qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage, justement. Ouais, clairement. Richmaker, du coup, on se rencontre avec mon cofondateur dans le travail, via un post LinkedIn, mais il travaillait dans ma boîte. Et du coup, en juillet, on décide d'avancer ensemble. J'ai eu énormément de chance. Je pense que c'est très rare. J'ai trouvé mon cofondateur, c'est la 3e personne que j'ai vue. Et j'ai su tout de suite que c'était lui. Et j'ai jamais été déçue. On a une relation, en plus, on est très différents. Et on est très à distance. On s'est vus 2 fois. Je sais pas comment on fait, mais je sais que merci la vie parce que j'ai gagné beaucoup de temps grâce à lui et grâce à cette relation de ouf. Je le rencontre en juillet. On prépare le MVP. Pendant qu'il prépare le MVP, lui, moi, le produit minimum, le début de plateforme qu'on crée, qui est du coup un système de mythique Tinder version business. En fait, tu arrives sur la plateforme, tu rentres des critères de profil et nous, on te montre quelqu'un qui est compatible avec toi. Donc ça, c'est notre MVP. Pendant qu'il code ça, moi, je suis en train de faire un maximum de tests utilisateurs et du coup, je rencontre un maximum de professionnels dans le marketing. À ce moment-là, je me fais un réseau de malades. Je fais beaucoup de médias parce que du coup, comme les gens me donnent du temps, moi, je leur redonne de la visibilité que j'avais déjà commencé à construire. Et en fait, comme ces gens-là, tu vois, typiquement Arthur Aubeuf, que tu connais peut-être, je sais pas s'il est passé dans ton podcast, pas mais encore, il y aurait sa place. En tout cas, Arthur Aubeuf, typiquement, je le rencontre par ce biais, donc où moi, je lui dis qu'est-ce que tu penses des partenariats, tout ça. Et en fait, derrière, je parle de Time for the Planet. Et en fait, ça devient un ami. Donc en fait, tu vois, le côté communautaire, on est vraiment sur je démine le produit. En même temps, je rencontre mes clients potentiels et en même temps, je me crée un réseau et une communauté. Et du coup, je fais tout ça, donc le jeu de claquettes du CEO pendant que le CTO est au manip. Et on lance la première partie du coup du produit, donc le MVP en novembre. Et de novembre à février, moi, j'ai créé tous les petits semis, tu vois, j'avais planté toutes les petites graines pour faire du teasing. Et en fait, le moment où ça se lance, je crois qu'on capte 1500 utilisateurs d'un coup. Donc, on se lance en gratuit. C'est intéressant, c'est important aussi de le préciser. On se lance en gratuit parce qu'on se dit, déjà, on n'a pas confiance en nous à l'époque. Moi, j'ai les vieilles séquelles de je me suis fait planter. Et du coup, on n'a pas confiance en nous et on se dit, OK, les gens, ils sont toujours enthousiastes quand tu leur présentes ton projet. Et est-ce que ça va vraiment suivre dans la pratique? Et là, boum, tout arrive en même temps, on est hyper content, gros succès. En plus, ça nous amène l'effet boule de neige, ça nous amène un peu de presse, les gens parlent de nous, ça s'auto-nourrit. Et en même temps, on se rend compte que les utilisateurs gratuits sont pas du tout un bon modèle pour Richmaker parce que ça détruit notre expérience client. Les gens du coup qui créent un compte, qui oublient leur mot de passe, ils recréent un compte. Enfin, en fait, on passe notre temps à déminer des échanges pas quali, des échanges de prospection parce qu'au final, tu as toujours des gens qui se disent ah oui, partenariat, je vous offre offre promotionnelle, du coup c'est pas mon client. Jean-Michel commercial qui a pas trop compris le concept. C'est ça. Et en fait à ce moment-là, du coup on décide de monétiser le 14 février, Saint-Valentin, fête de l'amour, et nous on est les cupidons des entreprises. Donc le 14 février on décide de monétiser Richmaker. À ce moment-là, le produit marche bien, donc on peut se permettre de le faire. Et en fait, ça nous permet de préserver à fond l'expérience. Et on s'est dit, en fait, on veut pas être le McDonald's du partenariat, on veut plutôt être le club privé du partenariat. En même temps, privé mais accessible, parce que nous, on adresse beaucoup des solopreneurs, tu vois, des podcasteurs, tous les gens en fait qui ont besoin de grandir via le partenariat. C'est aussi des gens qui vont chercher un maximum de ROI. Donc, faut pas Donc, on fait une plateforme entre de 9 à 199 € par mois avec 3 plans accessibles à tous, mais en passe en payant.
Ok, donc le plan à 9 euros, qu'est-ce qu'il permet de faire? Et le plan le plus cher, qu'est-ce qu'il permet de faire? Alors, le plan à 9 euros, il te permet de matcher, d'identifier des partenaires compatibles, parce qu'on sait que nous, et encore plus quand on est dans notre milieu, parce que tout le monde se connaît, on a tendance à faire des choix un peu à l'affect. Du genre, ah, machin m'a été envoyé par un tel, il veut faire un partenariat, j'ose pas lui dire non. Sauf que le problème, c'est que voilà comment les partenariats marchent pas. C'est des choix qui sont trop à l'affect, c'est des objectifs pas clairement définis. C'est des audiences qui sont pas forcément similaires ou compatibles. Et du coup, nous, en fait, notre algorithme, il prend les infos de ton profil. Donc, à partir de 9 euros, du coup, tu as un profil, t'es référencé sur la plateforme. Donc, tu peux être contacté, tu peux contacter les autres et tu peux répondre à des annonces qui sont un peu, en fait, les campagnes en cours. Par exemple, si toi et moi, demain, on voit sur la plateforme passer Ocha, par exemple, organise la journée du podcast et cherche 7 intervenants pour un échange de leads. On se dit trop bien, on s'inscrit. Tu vois, il y a ce truc-là, en fait, c'est une espèce de communauté privée du partenariat où tu peux voir à l'intérieur du ventre des marques, ok, qu'est-ce qui se trame pour pouvoir arriver au bon moment. Donc ça, c'est le plan à 9 euros. Et après, tu as 2 autres plans. T'en as un qui te permet du coup de poster une offre et d'avoir plus de sièges. Par exemple, le partenariat, ça peut concerner, quand je dis une offre, c'est une annonce du coup. Et le partenariat, ça peut concerner plusieurs personnes dans une entreprise. Donc, si tu es une start-up de taille moyenne, tu vas avoir peut-être ton community manager qui va chercher à organiser des jeux concours. Peut-être que ton agence de relations presse, elle va chercher des contacts médias. Donc, en fait, il y a plein de personnes qui peuvent être... voilà. Donc, les 2 plans d'après, c'est plus de possibilités de poster des annonces et plus de sièges. Ok, super intéressant. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Richmaker ? Alors, on n'aime pas parler en chiffres quand on parle de Richmaker parce que ce que nos utilisateurs adorent, c'est qu'on est vraiment une communauté. Et ça, c'est un truc qui nous tient très à cœur. On va dire qu'aujourd'hui, les chiffres que je peux donner, c'est une centaine de partenariats créés, ce qui est beaucoup. En fait, notre promesse principale... je vais te donner un deuxième chiffre, tu vas être content. Ça, c'est un de mes grands indicateurs. C'est un peu le time to value. Combien de temps est-ce que ça prend à quelqu'un, en fait, de nouer un partenariat? Quand j'ai fait mes tests utilisateurs, la moyenne, c'était 6 mois. Sur Richmaker, la moyenne, c'est 2 jours. Donc, on est hyper content de ça. Après, vous allez me dire, quand on arrive sur Richmaker, on a déjà fait le travail préliminaire de se dire peut-être, j'ai envie de faire du partenariat. C'est pas un truc qui te tombe sur le coin de la figure et tu te dis à quoi ça correspond. Autre chose qui nous tient très à cœur aussi, un autre chiffre que je pourrais te partager, c'est le nombre d'industries qui sont représentées sur Richmaker. Et en fait, moi, ma croyance profonde aujourd'hui dans le partenariat, c'est que ce qu'on fait mal, c'est que on va chercher des gens qui nous ressemblent. Et aujourd'hui, je pense là où il y a un truc à craquer, c'est regarde partout où va ton client potentiel. Partout où, moi j'adore commencer par faire du stalking sur LinkedIn. Allez regarder votre meilleur client, c'est quoi son activité, où est-ce qu'il se balade. Tu vois le truc, le réflexe d'audit dont je te parlais. En fait, sortir de votre industrie, ça va vous permettre d'aller quand même chercher des clients inattendus, des sacs que vous n'avez pas encore remués, au lieu de rester dans votre silo à remuer le même sac d'audience, à avoir le même message. Donc, une centaine d'industries pour pouvoir permettre à chacun de sortir un peu de ses silos et d'aller chercher d'autres types de clients. Ok, 2 jours, c'est impressionnant, hein, franchement, voilà. C'est hyper rapide. Et pour finir un peu sur Richmaker, c'est quoi les objectifs futurs ? Alors, les objectifs futurs, le chiffre que je t'ai pas donné, qui quand même, je sais qu'on est dans un podcast d'entrepreneuriat, donc je te le donne. Notre MRR, aujourd'hui, on est de 3 à 5 selon les mois parce qu'on est sans engagement. Je pense que notre objectif, ça va être pas tellement le MRR. Ça, je sais que c'est un truc qui est intéressant, une métrique qui est intéressante à te donner, mais c'est pas ce que je traque aujourd'hui. Moi, c'est plutôt le nombre d'abonnements qui sont pris. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'augmenter la masse critique. Et aujourd'hui, autant ma première métrique, comme je vous dis, moi, c'est le nombre de partenariats qui sont créés et le time to value. C'est là où je sais qu'en fait, en tant que cofondatrice, ce que je fais a de la valeur. Le deuxième indiciel, c'est d'avoir suffisamment de marques pour scaler. Et c'est là, en fait, où la masse critique, c'est important pour nous aussi de le traquer. Ouais, ok. Alors, avant de passer à Refaire, qui est ton autre projet, on va passer sur ton podcast. Ouais. Alors, je sais que ton podcast ne démarre pas véritablement en septembre 2021, mais que finalement, il y a eu une première V0 où effectivement, tu avais testé des choses, mais sans réel aboutissement. Est-ce que tu peux me parler de l'histoire de ton podcast ? Alors, t'es dur quand tu dis sans réel aboutissement, parce qu'en fait, il y a eu un aboutissement, il n'y a pas eu de résultat. Voilà, c'est pire. C'est pire. Alors, effectivement, de base, mon côté
mon côté content factory, donc en fonction d'un seul contenu, tu l'éclates pour faire un maximum de contenu. C'est ça qui permet d'assurer justement la vélocité opérationnelle que tu mentionnais. Le fait d'aller vite, c'est beaucoup comprendre comment distribuer intelligemment tes contenus. Et à ce moment-là, prise d'une épiphanie, je me dis, mais tous les lives que je fais sur LinkedIn, je pourrais mettre la bande son en podcast pour aller chercher une autre audience. Donc là, tu es en mode replay, quoi. Je suis en mode replay, donc je fais tous les trucs qu'il ne faut pas faire. Un titre éclaté, les rendez-vous du co-marketing, alors que personne ne sait ce que c'est le co-marketing, c'est mon but de l'expliquer. Des formats très longs, dans lesquels les invités tous boivent des verres d'eau. Enfin, tu vois, c'est comme à la maison. Donc, à écouter, c'est une plaie. À voir, ça va parce que tu es dans l'énergie du truc. À écouter, c'est terrible. Et puis, un format pas fait pour le podcast, puisque du coup, je leur dis, vous voyez... j'utilise plein de référentiels qui sont trop frustrants quand tu es podcasteur. Tu sais que tu peux pas... Si tout ce que tu vois, il faut que tu l'expliques à ton audience. Donc, en fait, là, tu vois, il y a les questions dans le chat. Certaines, je les lis pas parce qu'on les voit à l'écran. Enfin, c'est pas du tout optimisé et du coup effectivement four complet, mais ça me prenait pas de temps d'un autre côté, donc je m'en étais pas souciée. Et en fait il y a une trêve estivale sur Clubhouse, on faisait notre room tous les jours à l'époque de 9h à 10h. Il y a une trêve estivale de juillet à août, et là il se passe plein de choses. Il y a plusieurs signaux forts. Le premier signal fort, c'est que sur Clubhouse, tout le monde disait toute la valeur que vous partagez dans vos rooms, c'est trop dommage qu'il n'y ait pas de replay. La deuxième chose, c'est que à ce moment-là, j'ai pris confiance en moi en termes de public speaking, ce que je savais très mal faire quand j'ai commencé Clubhouse. C'est un vrai exercice, et comme j'ai fait des centaines, des milliers de rooms même peut-être, du coup, c'est vrai que j'ai appris à le faire mieux, et du coup, comme toujours, quand on devient bon dans quelque chose, et d'un autre côté, on commence à aimer le faire. Et à ce moment-là, je suis un peu mordue et j'ai pris goût à animer des choses, à avoir des invités. Et le troisième signal, c'est que du coup, ma mère, un jour, écoute un de mes podcasts dans le jardin. Je lui dis, est-ce que tu pourras me dire ce que tu as pensé de tel épisode ? Pas de souci, tu es sur le transat, écoute la version podcast. Et là, au bout de 5 minutes, ma mère pique du nez. Il faut savoir que j'ai la chance, et je sais à quel point c'est une chance, d'avoir une mère ultra supporter de tout ce que je fais. Ma mère trouve toujours tout ce que je fais super. Et là, je me dis, c'est le coup dur. Je me dis, si ma mère s'endort pendant le podcast au bout de 5 minutes, c'est que ça doit vraiment être au-delà de pourri. Et du coup, là, ça fait clic. Je me dis, et si, pendant la trêve estivale, j'essayais de lancer un podcast ? Et là, je m'enferme comme un moine. Pendant 1 mois, je fais cette phase d'audit. Je fais que du podcast, en mode monomaniaque, ultra obsessionnel, limite flippant. Mais du coup, je suis obsédée par ça. J'écoute des trucs non-stop, je note, je documente, j'essaye de comprendre des trucs. Et du coup, en août, je commence j'avais du coup créé des process pour pouvoir compresser, parce que je décide d'arriver avec un épisode par jour. Donc du coup, j'ai un rythme de ouf. De ouf. Je sais pas comment maintenant. En fait, c'est souvent comme ça dans la vie. Vous savez, quand vous êtes dans vos retranchements, vous faites des trucs, et après, quand vous êtes plus dans vos retranchements, vous dites mais plus jamais je pourrais faire ça. C'était moi ça. Donc j'ai fait 60 épisodes d'affilée, week-end compris. Mais donc du coup à ce moment-là je systémise pour réussir à trouver un process qui me permet de faire un maximum d'épisodes dans un minimum de temps. Donc ça comprend aller chercher les invités, tout ça. Donc pour aller chercher les invités, je mets une annonce sur Richmaker, mon propre outil. Je crée un système d'automatisation Calendly qui me permet d'avoir le moins de contact possible avec mon invité et d'avoir des invités qui arrivent avec le maximum de briefs dans une confiance parfaite et les conditions de préparation optimales. Et puis septembre, je lance avec un épisode par jour. Je tiens 60 jours. Après, j'ai trouvé mon rythme de croisière. Mais du coup, effectivement, voilà comment est rené Marketing Square. Et aussi, je fais un travail de branding parce que moi, j'aime tellement l'actionnable que du coup, je parle peu de branding, mais ça a un vrai impact. Je trouve un nouveau titre, Marketing Square, qui est vachement réfléchi. En fait, les gens n'y pensent pas, mais je me suis vraiment pris la tête. Marketing Square, c'est à la fois le puissance carré de la collaboration, à la fois c'est ce cadre, cette structure qui te permet de périmétrer un petit peu les choses et d'avoir un guide. Et à la fois, c'est le square, c'est l'endroit où on s'amuse, c'est-à-dire on se prend pas la tête, on n'est pas là pour s'envoyer des fleurs. C'est la cour de récré et
tout le monde est le bienvenu. Donc voilà, donc je trouve un titre qui coche toutes les cases et je fais une nouvelle jaquette de podcast, donc un nouveau visuel un peu plus sexy avec un petit générique qui de base était moqué par tous mes potes et maintenant tout le monde me dit mais Caro, il est ouf ton générique. Avec la voix américaine. Avec la voix américaine, parce qu'en fait... Moi, je trouve ça génial. En fait, je vais faire un truc, je le confesse, je suis allée sur Fiverr. Ouais. Ce truc-là, j'étais sûre que ça allait être un four. Donc, j'ai mis 30 € dans un jingle et j'ai demandé à un mec de lire Marketing Square. Marketing Square. Et en fait, mes potes écoutent ça, ils me disent « Mais Caro, c'est tellement kitsch, t'es vraiment un cliché de la nana qui veut faire des trucs vite. T'as pas de branding, c'est nul. » Et en fait, c'est tellement décalé et ça, justement, le fait de, on se prend pas la tête, c'est l'esprit du podcast. C'est un peu rock'n'roll, c'est un peu cliché, mais en même temps, c'est fait avec le cœur et c'est rigolo et ça détonne à ce moment-là. Format court, un épisode par jour, un générique what the fuck que personne ne comprend, des invités qu'on n'a jamais vus. En fait, moi, je me dis, tout le monde fait la stratégie des gros invités, je fais la stratégie des petits invités, mais des grands généreux. Et j'invite que des gens que personne n'a vus. Alors, par contre, il y a effectivement, au final, certains de mes potes, par exemple, j'invite Nina Ramen, Fabien Ferreira, que toi, peut-être tu connais, mais en fait, à ce moment-là, ma vraie stratégie sur 100 invités, il y en a 90 qui sont pas mes copains, qui sont des gens que je suis allée chercher. La lettre de Poudlard, je vois un post LinkedIn qui me plaît sur une thématique, j'utilise les hashtags à l'ancienne, je vois un post qui me plaît sur une thématique et j'envoie un message en disant « J'adore ton post, il faut qu'on fasse un sujet là-dessus, viens en parler dans le podcast. » Et improbable et à contre-courant, mais sur un malentendu, ça a marché. Ouais, donc un format court, 10-15 minutes, 20 minutes max, je crois. T'es allé à l'époque, je faisais du 10 minutes, 10-20 minutes. Maintenant, sur les beaux invités comme Lucas, par exemple, des mecs qui ont trop de choses à dire. Impossible de faire 10 minutes. Donc, je fais 35 et en même temps, j'alterne. Et ça, c'est exactement. Un bon hack aussi. Le vrai truc, c'est si vous faites des formats longs, en fait, mettez des formats teaser. Comme ça, en fait, ça vous permet quand même d'avoir des épisodes plus courts qui créent plus de récurrence, qui laissent le rendez-vous actif pour les gens qui ont mis l'abonnement sur les plateformes de streaming et qui vous permet d'avoir du rewatch et de la réécoute. Et voilà. Donc, alterner les formats, c'est une bonne pratique. C'est pas grave. En 1 à 2 mois, tu casses le game du podcast français au point d'être dans les coups de cœur d'Apple sur l'année 2021 et en étant la seule podcastrice indépendante de la sélection. Je crois qu'il n'y a que des studios. Mais t'as raison, ouais. Il n'y a que des studios pro à côté, donc c'est ouf. Ça a été ma lettre de Poudlard. Et on va peut-être avoir l'occasion d'en parler. Tu vois, toutes les petites actions que tu fais pour les autres, il y a un moment où ça découle sur toi, la loi de l'attraction. J'ai reçu ma lettre de Poudlard. Donc, je lance le podcast en septembre. En novembre, je reçois un email de Apple Podcast qui me dit que je dois garder le silence. Alors, le truc le plus dur de ma vie. Je dois garder le silence, mais je suis dans les coups de cœur de l'année. Et là, improbable. Je pense, en fait, ils ont regardé... C'est vrai que j'avais une croissance exponentielle. J'ai posté mes courbes. Je me souviens plus des chiffres. Parce que ce que je regarde, moi, ma métrique, c'est les mots d'amour sur mon podcast. Mais pour le coup, je me souviens, j'ai posté ma courbe, c'était comme ça. Et je crois que j'avais une croissance de, je sais pas... à un moment, j'ai eu 400% de croissance sur les premiers mois. Donc, ça a été... Je suis arrivée aux 50 000 écoutes par mois en décembre, un truc comme ça. Donc, ça a été exponentiel. Et la Apple Podcast, improbable et... le meilleur truc qui me soit arrivé pour l'instant en moins d'1 an de podcast. Le truc, je suis encore émue de t'en parler. Le Met Gala du podcast. Quoi. Ouais, c'est ça. J'ai regardé l'adresse mail parce que je me suis dit c'est un scam, c'est pas possible. J'avais les jambes qui tremblaient. Il me demande les identifiants. Là. Ouais. J'avais les jambes qui tremblaient et j'ai appelé ma mère. Et ma mère, mes parents, tu sais, nos parents, quand on leur parle du podcast, ils ont l'impression que c'est un truc qui n'a aucun impact. Et ils voient pas que, tu vois, je leur montrais, je disais, mais regarde, c'est avant BFM, c'est avant Europe 1. Mais nos parents, ils se rendent pas compte. Mais pour nous, le podcast game, quand t'es dedans, tu te dis, quand tu vois l'impact que ça a, tous les messages que tu reçois, les écoutes, c'est vertigineux. Nous, on baigne dedans. C'est clair, derrière des stats, il y a des vrais humains et c'est impressionnant les retombées que ça peut avoir.
sur toi aussi, beaucoup, tu vois, et sur les autres. Les messages d'amour, moi, c'est ce truc-là. Je te dis, ça m'a... Surtout quand j'avais un épisode par jour, ça, c'est le vrai hack. J'arrive plus à le faire. Mais si je faisais ça à temps plein, pour ceux qui nous écoutent, un épisode par jour, en fait, on rentre dans la vie des gens. J'avais des messages d'amour, mais des trucs invraisemblables de gens qui me disaient, je suis à Bali et tous les jours, le matin, je me lève et je marche vers la plage et j'ai coucheté dans les oreilles. C'est tellement fort. Que du kiff. Et le petit feedback de ta maman aussi après chaque épisode. Ouais, ça c'est, tu vois, c'est le meilleur teasing. En story. C'est trop cool. On passe à Refaire, qui est un projet très récent, puisqu'il est arrivé en février dernier, donc 2022. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce projet ? Refaire, je rencontre sur Clubhouse, Arnaud Gazet m'entend parler sur Clubhouse et m'envoie un message sur LinkedIn. Il faisait partie de la room acquisition qu'on faisait le matin, donc il n'était jamais monté nous voir, on n'avait pas échangé sur Clubhouse, mais ça a quand même encore une belle rencontre de l'app. Il me montre son projet et là je me dis c'est la boîte que j'aurais pu lancer, quoi. Je me dis mais on a exactement la même vision. On se rencontre, il y a un déclic tout de suite pour certains qui ont eu le déclic cofondateur, c'est le déclic cofondateur, je sais pas l'expliquer, mais en fait tu te dis putain, j'ai trop envie de bosser avec ce mec et il monte son projet et je trouve ça ouf. Et du coup, on essaye de bosser ensemble, mais Richmaker et Refaire peuvent pas faire de partenariat. Moi, du coup, j'ai tout de suite, tu sais, ma grille, mes antennes. Pas de partenariat à l'affect, ça marchera pas. On n'adresse pas du tout le même marché. Et du coup, à ce moment-là, en fait, on se dit qu'on reste en contact, mais moi, j'arrête pas de penser à son projet, quoi. Et du coup, on décide de s'aider, de faire du commentorat, qui est un truc que je fais tout le temps, que j'ai fait avec Fabien, qu'on a fait un peu aussi avec Thomas. C'est en fait, chacun donne 1 heure. S'il y a des gens autour de vous qui vous inspirent, qui vous poussent, qui ont des compétences complémentaires, proposez-leur de faire du commentorat. Et 1 fois par semaine, ok, toi tu viens dans mon produit et moi je viens voir ton service. Et on fait 1 heure, 1 heure. Et ça, en fait, je le fais avec Arnaud. Et ça colle. Et au bout d'un moment, il me dit, mais moi, en fait, je voudrais que tu fasses partie de ma boîte. Et à ce moment-là, c'est ultra bizarre parce que du coup, j'ai aussi, donc, Marketing Square est une entreprise à devenir une URL et du coup je fais aussi des conférences, donc en fait j'ai un peu 3 boîtes. À ce moment-là, j'ai Richmaker pour l'instant sur lequel on se rémunère pas, dans lequel moi j'injecte le revenu de mes conférences, le revenu média, des opérations d'influence et tout ce que je fais, je l'injecte. Et donc du coup j'ai 2 business. J'ai mis Richmaker sous perf parce que je sais qu'un SaaS ça va mettre du temps avant de réussir à pouvoir payer plus que les 2 salaires qu'on a actuellement. Donc du coup à ce moment-là, Arnaud me dit, écoute, rentre chez Refaire 1 journée par semaine et en fait, tu vois, et si ça te plaît, tu deviens cofondatrice et tu prends des parts dans la boîte. Donc, à ce moment-là, je me dis, vas-y, on le fait. Parce que je me dis, si je le fais pas, je vais en être malade. Ouais. Et aussi parce que, vous voyez, justement, mon épisode de Marketing Square avec Lucas, on parle du Product Market Fit. Sur aucun des 2 produits, on a encore le Product Market Fit. On est en train, c'est des produits qui sont jeunes. Richmaker, il a 1 an et demi. Refaire, on vient de le lancer. L'app, elle est arrivée sur les stores en janvier. Et en fait, à ce moment-là, je monte avec mon cofondateur Anthony sur Refaire et je lui dis, fais-moi confiance, on ne sait pas encore, c'est un peu fou pour l'instant, mais peut-être il y a une des 2 boîtes qui va craquer le go-to-market avant l'autre, peut-être on va fusionner pour faire une suite d'outils Future of Work, il y a un truc à faire, mais il ne faut pas qu'on laisse passer le moment où tu rencontres quelqu'un et que tu as la flamme. Ouais, ok. Donc un outil qui grandit, qui suit son cours. Ouais, je ne l'ai pas présenté, mais du coup, c'est une application qui permet de faire de la mise en relation. Et du coup, le but de Refaire, c'est comme Refaire en anglais, c'est aujourd'hui le pouvoir de la recommandation. C'est valable dans tout. Dans la prospection, le moment où tu es introduit par quelqu'un d'autre, c'est la voie royale. Pour te faire embaucher, c'est la voie royale. Pour chercher à recruter quelqu'un, c'est la voie royale. En fait, la recommandation, elle a un pouvoir énorme aujourd'hui. On ne peut pas l'utiliser via LinkedIn. C'est pas accompagné.
années. Et en fait, nous, notre parti pris, c'est de dire aujourd'hui, via LinkedIn, via tes emails, en fait, on va te permettre de créer un agent de networking de poche où tu vas pouvoir recevoir les demandes de ton réseau, faire des relations fructueuses pour les autres et être cette personne justement qui te donne. Et en même temps, le moment où tu vas, toi, avoir besoin de quelque chose, eh ben, tu vas pouvoir activer ton réseau en un clic et c'est une application gratuite. Ouais, disponible sur les stores. Sur tous les stores. Enfin, tu vois, moi, le truc, rien que de t'en parler là, j'ai envie d'y aller, quoi. Ce projet, il m'a tout de suite enchanté. Trop bien. On va pouvoir passer à la partie bilan avec 2 petites questions sur ton aventure, sur tes aventures. Quel a été le moment le plus difficile de ton aventure? Sur toutes mes aventures entrepreneuriales, tu veux? Sinon, tu connais mon moment le plus difficile maintenant. Mes aventures entrepreneuriales... Alors, le moment difficile, là qu'on vient d'avoir, c'est sur Refer. C'est la partie Network Challenge. En fait, c'est un problème de riche, mais c'est le truc un peu le plus dangereux dans l'entrepreneuriat. Et je passe mon temps à le dire, on se prépare pas assez au succès. Et vous avez vu, c'est le problème que j'avais eu déjà, dont je vous parlais sur Richmaker. En fait, tout le monde arrive d'un coup au moment où et du coup, t'es trop bête. Et c'est le piège du marketeur. Tu te dis, putain, j'ai pas assez préparé l'après. En fait, j'ai fait des scénarios BCD au cas où ça marche pas. Mais j'ai pas prévu le moment où potentiellement tout le monde arrive en même temps sur une plateforme buggée et tout le monde veut plus. Et comment tu gères et tu contiens ce truc-là. On a eu la même chose sur FR. On a lancé un challenge. Et en fait, le challenge a pris... En fait, on se rendait compte que les gens arrivaient sur l'application et ils trouvaient ça génial. Trop bien, je vais pouvoir demander de l'aide à mon réseau en un clic et solliciter 15 personnes en un clic. Mais en fait, la friction qu'on avait, c'est qu'ils disaient « je connais personne ». Et en fait, on se disait « Mais t'as 1500 contacts LinkedIn ?» Et là, tu es en train de me dire que tu sais pas à qui demander? Bah ouais, parce qu'en fait, les gens sont anonymes sur LinkedIn, on se rencontre pas vraiment. Les gens ont peur d'aller vers les autres parce que eux-mêmes, ils se sont pas vraiment présentés à leur réseau. Donc, je crée un network challenge et je dis voilà, objectif gratuit, ouvert à tous. Je vous prépare des posts clés en main, des textes à trous pour que vous puissiez en fait vous mettre le pied à l'étrier pour poster facilement sur LinkedIn avec le bon cadre pour vous mettre en avant. Et en fait, derrière, on crée une communauté qui s'alimente au fur et à mesure. Vous arrivez dans le challenge et fait boule de neige et vous recrutez d'autres personnes. Donc, tous les posts, en fait, à la fin, c'est si vous voulez vous aussi rejoindre le challenge, écrivez-moi. Donc, en plus, on responsabilise les gens et on leur dit tu deviens acteur. C'est ton challenge aussi. Tu deviens acteur de ça et t'aides de nouveaux membres. Et en fait, tous ensemble, on fait grandir le collectif. Et ce truc-là a tellement bien pris qu'on est passé en un mois à 500 membres. Et là, arrive le moment où tu perds un peu pied. Et l'effet retort, tu fais un truc bien. Et en fait, attention, parce que si tu gères pas bien l'après, ça peut vite te dépasser, quoi. Ouais. Et du coup, on a recruté quelqu'un qui faisait partie de la communauté en urgence, c'est-à-dire on a pris la personne qui avait le plus d'esprit positif, qui commençait un peu à faire la police dans le groupe, qui faisait les trucs qu'on pouvait plus faire. Et on lui a dit, OK, est-ce que tu veux faire la même chose avec un salaire? Et du coup, on a recruté un community builder et on s'est organisé, mais ça a été... hyper intense. Moi, je devais pas lâcher sur Richmaker. J'avais mes clients, mes conférences à faire. Il a fallu garder la face. Je recevais des reproches parce qu'on me disait « Ah, mais t'es pas assez là. Les gens te posent des questions. T'es pas disponible. » Moi, ma phobie, c'est de pas être disponible pour les gens parce que je suis quelqu'un d'hyper... j'aime vraiment les gens. Donc, le moment où, là, je suis en situation d'échec, ça, je pense, ça a été les 2 moments les plus durs, tu vois, sur les 2 produits. Bizarrement, c'est des réussites sur le papier, mais qu'on a mal su gérer et il y a eu un moment de débordement très difficile à vivre. Et la deuxième question, c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui? La plus fière aujourd'hui, je pense qu'on crée de la magie, que ce soit dans les partenariats sur Richmaker qu'on a noué ou sur donc l'application Refer, mais pour l'instant même le Refer Challenge, parce que c'est le vrai état de grâce qu'on a eu. On a recruté 2000 utilisateurs, 2500 utilisateurs sur l'app, mais encore une fois, l'important, c'est pas les chiffres, c'est les messages d'amour qu'on reçoit, les gens qui nous disent « j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie » et les gens qui nous disent grâce à ce challenge, grâce au fait d'être entouré, d'avoir commencé à créer du réseau, d'avoir été accompagné dans mes premiers posts parce que c'est super dur de comprendre comment poster, maintenant j'ai pris mon envol et j'adore ça et j'enseigne aux autres. Ça, tu vois, ça me donne des frissons rien de t'en parler parce que c'est le truc, de toute façon c'est... Ma vision, c'est mettre les gens en connexion et c'est ça dont je suis le plus fière aujourd'hui.
Ouais, c'est ta mission numéro 1 C'est ça. entre Richmaker et RFR et Marketing Square, quoi. Et même, tu vois, les échecs, quand je les analyse maintenant, puisqu'on est sur Serial Philosophe, Exactement. et ben, tu vois, la situation d'échec, c'est quand j'arrive pas à faire ça, quand j'arrive plus à faire ça, parce que je suis dépassée. On est un peu pris par le temps, il nous reste une quinzaine de minutes. Pourtant, on était au bilan. Qu'est-ce que tu me réserves encore comme surprise ? Plusieurs parties, mais que je vais écourter un peu comme ça. On passe sur une partie rencontre mindset et entrepreneuriat avec plusieurs petites questions. Ouais. La première, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure ? Alors, je sais que les rencontres, ça te connaît. Ouais. Est-ce que tu vas en parler d'une en particulier ? Je peux pas trop choisir. Ouais. Parce que déjà, mes cofondateurs, Anthony, qui est la personne grâce à qui tout est arrivé. Le premier battement d'aile de l'effet papillon, c'est Anthony qui m'a fait confiance, Anthony Lee, mon cofondateur sur Richmaker. Arnaud Gazet, c'est quelqu'un de hyper important pour moi aussi. Et puis, j'ai envie de te dire, sans être cofondateur, Fabien Ferreira, c'est juste quelqu'un qui m'a allumé toutes mes lucarnes et je pense qu'au moment où je commence Clubhouse, il a été aussi l'effet papillon de tu vois, c'est peut-être grâce à lui que j'ai lancé le podcast parce que c'est avec lui que j'ai fait les rooms, c'est avec lui que je me suis éclatée, c'est un super entrepreneur et du coup j'ai grandi à ses côtés parce que moi j'étais un stagiaire entrepreneur et c'est incroyable tout ce qu'il m'a apporté. Guillaume Giraudet qui est arrivé après, qui fait du SEO, pas du tout la même chose que moi, tu vois, sortez de vos industries, qui juste est d'une bienveillance, d'une bonté, d'une générosité sans pareil, et avec qui en fait on passe des moments de kiff. Je peux pas choisir parce que je passe ma vie à rencontrer des gens, et en fait à chaque journée, j'ai pas passé une bonne journée si j'ai pas fait une belle rencontre. Je veux jamais arrêter ce truc-là. C'est mon moteur, c'est mon essence. Ce sera la meilleure réponse à ma question. Hein. Quel conseil donnes-tu aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, justement ? Là, c'est dur de pas dire impulsif. Hein. Moi, je suis pas très douée pour l'inspiration. Je dirais que moi, j'aime beaucoup apprendre en faisant. Et du coup, ça, c'est à la fois la notion d'humilité. Part toujours du principe que t'as rien craqué du tout, que les likes, ça veut rien dire. Donc, en fait, apprendre en faisant, il te reste toujours des choses à faire. Et aussi, ça permet de se décomplexer et de se lancer plus facilement parce que tu acceptes le fait que quand tu commences quelque chose, t'es mauvais. Voilà. Est-ce que tu peux me donner une erreur à ne pas faire, justement, en tant qu'entrepreneur ? Ou est-ce qu'il faut faire plein d'erreurs, justement, pour... Aucune. Moi, j'aime bien dire les erreurs, c'est les apprentissages. Maintenant, il y a un truc quand même, des choses qui sont des erreurs, c'est quand tu fais des dégâts sur les autres. Je pense que les erreurs qu'il ne faut pas faire dans l'entrepreneuriat, c'est faire peser son stress aux autres. Faire peser son stress aux autres... des comportements, je sais pas, au sein de ton équipe où tu vois, t'as pas le temps de t'occuper d'eux, tu leur fais sentir déconsidérés, invisibles. Tu vois, moi, je déteste quand mes alternants, par exemple, je leur annule un meeting parce que je leur dis finalement, j'ai pas le temps. Ça, je pense que en fait, sur le long terme, c'est des comportements maltraitants. Enfin, en tout cas, tu vois, je pense que voilà, s'il y a des erreurs, pour moi, c'est le moment en fait où il y a quelqu'un qui pâtit de ce que tu fais. Et du coup, ça peut être un client dont tu résous pas la solution, ton cofondateur que t'écoutes pas assez, tes équipes avec qui tu passes pas assez de temps. Voilà, je pense que c'est ça. On va passer à une partie que j'ai rajoutée sur cette nouvelle saison. Non. Si, exactement. Wow. Exclusivité mondiale. Exactement. Thomas a eu le droit aussi à cette petite partie personnalisée. Je vais te donner trois phrases et à chaque fois tu vas me dire si c'est vrai ou faux et tu vas justifier avec une ou deux phrases. Ok, je m'attends au pire. Est-ce que c'est genre je n'ai jamais ? Pas du tout. Non, c'est en mode c'est un peu tu vas voir. Okay. Le premier, c'est les partenariats, c'est uniquement fait pour les marques. Faux. Alors, tout ce que je t'ai dit depuis le début, t'as rien écouté. Les partenariats, c'est fait pour tout le monde. Les créateurs de contenu, les solopreneurs, ceux qui sont employés dans une boîte, ceux qui sont à la tête d'une start-up. C'est fait pour tous ceux qui veulent grandir plus intelligemment. Voilà. La différence de culture entre les États-Unis et la France est abyssale. Vrai.
Vrai à 100%. Je l'ai expliqué tout à l'heure, donc je ne vais pas vous redire les mêmes choses, mais effectivement, il y a quand même... Les Américains, ils ont des défauts aussi. Par contre, c'est vrai que les Américains, ils sont moins doués pour créer des relations profondes. Alors nous, on met beaucoup de remparts. Donc c'est difficile d'accès et du coup ça crée des insécurités chez tout le monde. Mais d'un autre côté, on arrive très bien à être hyper loyaux et ça, la sincérité, c'est aussi hyper important dans le business. Exactement. Et la troisième, c'est il faut publier à minima une fois par jour sur LinkedIn pour créer une audience. Faux. Faux. La vélocité, elle est importante, mais seulement si vous pouvez la tenir et si c'est votre format. Moi, j'aime les formats courts. Donc voilà, mon podcast est court. Je suis faite pour ce format. J'écoute aussi des formats longs. J'écoute ton podcast, j'écoute d'autres podcasts qui sont des podcasts de 45 minutes, même parfois de 3 heures. Il faut vous écouter. Qu'est-ce que vous êtes capable de produire de plus qualitatif en un minimum de temps? Si c'est un format long, ça peut avoir très quali, ça peut avoir plus d'impact que 6 posts éclatés qui créent une série. Voilà. Et écoutez-vous. Le plus important, c'est la valeur, effectivement, de suivre ce qu'on veut faire. Et je vais terminer par quelques questions, parce qu'au final, on a le temps de conclure tranquillement. Je fais une petite parenthèse, c'est mon côté professeur. Le plus important, c'est vrai que c'est la valeur, mais c'est surtout savoir fixer des rendez-vous. Et du coup, voilà, l'idée, c'est pas... si vous avez un rythme, même si c'est une fois par mois, vous allez pouvoir créer un rendez-vous, et c'est ça qui est important. Je suis d'accord. Et je pense que pour tous les projets, si la fréquence n'est pas là, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut absolument, justement, créer ce rendez-vous pour développer son audience. Voilà, au cas où, pour ceux qui nous écoutent, c'est cadeau. Exactement. La partie finale, plusieurs petites questions rapides. Le premier, est-ce que tu as un livre à me conseiller ? Là, je suis en train de lire Déchaînez-vous. Ça m'a été envoyé par un copain que j'avais à New York, qui s'appelle Aubry Mispollet. Et il a sorti son livre. Et du coup, je suis en train de le lire en ce moment. Je vais bientôt le recevoir dans le podcast. Ça me fait aussi plaisir qu'on en parle dans ton podcast parce que j'ai envie de lui apporter de la lumière et je suis hyper fière de lui. Aussi, ça donne un coup de vieux. Le moment où tes potes commencent à sortir des livres, tu te dis, putain, ça y est, j'ai 30 ans. Ou en tout cas, tu te dis, waouh, on n'est plus des ados. Et je l'ai connu dans une période où on faisait que la fête. On avait 22 ans. Donc voilà, je vous recommande Déchaînez-vous de Aubry Mispollet qui parle de justement comment créer une marque forte. On note la reco. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ? Oui. Alors là, ça va faire un peu cagole de la com, mais j'ai regardé pour ceux qui ont l'Apple TV, j'ai regardé WeCrush. Et en fait, c'est l'histoire de WeWork et de comment justement une boîte n'a pas géré son hyper-croissance. Et on le sait, hein, un des facteurs principaux d'échec chez les startups, c'est l'hyper-croissance. C'est fou, c'est un problème de riche finalement. Et c'est ce dont on parlait, tu vois, sur pas bien savoir gérer l'après. La série est géniale, c'est Jared Leto qui a tombé par terre. Et puis surtout, pour ceux qui complexent un peu de prendre du temps libre à regarder une série, à faire du binge-watching alors que vous avez plein de trucs à faire pour vos clients, ça vous élève quand même parce que ça reste un truc qui vous nourrit l'esprit et qui vous aguerrit à l'entrepreneuriat. Ok, on me l'avait déjà conseillé et c'est vrai que ça a l'air pas mal, donc il va falloir que j'y jette un œil. C'est un peu cliché. Je préviens, c'est un peu nénette, c'est un peu midinette parfois. On valide, on n'est pas contre le cliché, il n'y a pas de souci. Si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte, ce serait laquelle ? Sans limite financière. Acheter n'importe quelle boîte ? Waouh. Franchement, ça fait un peu mégalo, mais moi j'adore mes boîtes. J'ai pas envie d'en acheter une autre. J'en ai déjà pas mal. En plus, maintenant vous le savez, moi j'ai plutôt un problème de est-ce que tu veux que j'en ferme une ? Non, j'achèterai aucune autre boîte que les miennes. Je mettrai des sous dans mes boîtes parce que j'y crois à fond. Je pense qu'on a besoin de temps et on a besoin d'apprendre et de comprendre encore plein de trucs. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée ? Quand est-ce que tu viens sur Marketing Square ? Bientôt. Non, j'avais pas besoin que tu me poses une question en plus. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, mais j'ai hâte du coup que ce soit ton tour et que tu viennes nous partager des choses et nous parler un peu de toi. Écoute, avec plaisir. On termine avec 2 questions que je pose à chaque fois. C'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain podcast ? Arnaud Gazet, Fabien Ferreira, d'autres entrepreneurs qui m'inspirent, Florence Grégeois, qui bosse dans le Gros aussi, qui est une nana super. Des entrepreneurs inspirants autour de moi, Harold Gardas de Com, il est trop top aussi.
Ils sont tous trop top. En fait, à chaque fois que je donne un nom, je me dis, il faut aussi que je conseille une autre personne. Mais en tout cas, je pense que ce serait top que tu fasses venir des solopreneurs parce que c'est eux qui ont le plus besoin de lumière en ce moment, parce que c'est hyper difficile. Et j'espère, on a une mission en tant que podcasteur de donner de la lumière à ceux qui en ont pas assez. Du coup, les start-upers qui ont des boîtes qui sont déjà des super boîtes, c'est top. C'est top pour l'inspiration. Mais moi, j'ai plein de solopreneurs à te conseiller pour qu'on puisse justement offrir de la lumière à ceux qui en ont vraiment besoin là dans l'immédiat, qui sont en train de lancer leur business. Carrément. Et la dernière question, c'est quoi pour toi un entrepreneur ? Un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui écoute et qui sait laisser la place aux autres et fédérer, et pas juste s'écouter lui. Eh bien, ce seront les mots de la fin. Merci Caroline pour cet échange, pour cette conversation. Et j'espère que ça t'a plu. Un dernier petit message pour dire merci quand même à Cool & Workers de nous avoir accueillis gentiment aujourd'hui pour ces 2 podcasts. Et puis on se retrouve bientôt sur Serial Entrepreneur, sur Marketing Square aussi, et puis sur Richmaker, sur Refer. Et sur ton LinkedIn, je pense qu'on on aura toutes les infos. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur l'épisode. J'adore vous lire. Exactement. Et merci pour ton invitation et j'ai hâte d'écrire la suite. Et on attendra le feedback de ta maman aussi. Évidemment. Merci Caroline.